Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va traiter d'une nouvelle vidéo sur les vecteurs en tant qu'outil mathématique pour la physique-chimie. Donc on va pas tout voir sur les vecteurs comme vous le voyez en mathématiques, mais on va voir une grande partie de, même peut-être tout ce qu'on fait avec les vecteurs en première et en terminale spécialité physique-chimie. Bon, pour commencer, ce qui se passe, voilà, vous avez un vecteur ici, le vecteur U, qu'on peut appeler aussi vecteur AB. Pourquoi? Parce que il va du point A au point B. Donc, quelles sont les coordonnées du point A? Ça, c'est assez simple. C'est XA, YA. Pourquoi? Parce qu'on a XA ici et YA ici. Quelles sont les coordonnées du point B? C'est XB, YB. Pourquoi? Parce qu'on a XB en abscisse et YB en ordonnée. Donc, à partir de là, quelle est la composante du vecteur U selon l'axe OX? Qu'est-ce que ça veut dire une composante? Ça veut dire que là, vous avez un vecteur, on va la décomposer en deux vecteurs. Ces deux vecteurs, ça va être un vecteur selon l'axe OX et un autre selon l'axe OY. Donc, si vous partez de A et que vous allez vers B, vous pouvez faire un petit détour en passant par ce point-là. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous allez que faire du chemin selon X et ensuite selon l'axe OY. Donc la composante de U selon OX, ça va être ce vecteur-là, qu'on appelle le vecteur UX. Donc quelle est la direction et le sens du vecteur UX? C'est la direction et le sens de I. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez un petit I. C'est un vecteur unitaire, donc ici, il sert juste à donner la direction et le sens. La norme de I est égale à 1. Donc si je vous demande la norme de UX, le I ne sert plus à rien. Et quelle est la norme de UX maintenant? Ben, c'est ce qui est à l'intérieur, XB moins XA. C'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est quoi? C'est XB moins XA. Donc UX, c'est XB moins XA fois le vecteur I. Pareil pour la composante du vecteur U selon OY, ça va être ce vecteur-là. Donc ça va être cette norme-là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez que vous ayez 2 ici et 5 ici. Donc la norme c'est 3. Pourquoi? 5 moins 2. Donc YB moins YA. Et ensuite, ce vecteur-là, quelle direction il a? Celui de J. Quel sens il a? Le même que J. Donc multiplié par le vecteur J. Ensuite, quelles sont donc les coordonnées du vecteur U? C'est UX, UY. Donc U, on peut l'écrire comme étant le vecteur UX plus le vecteur UY. Donc finalement, on peut l'écrire, si je remplace UX par ce qu'on a dit tout à l'heure, et UY par YB moins YA fois J, donc U, c'est tout ça. Donc quelles sont les coordonnées du vecteur U? En fait, U, on peut l'écrire de plusieurs manières différentes. Les vecteurs, on peut l'écrire soit avec I et J, donc comme vous voyez ici, la coordonnée selon I fois le vecteur I, plus la coordonnée du vecteur selon le vecteur J, fois le vecteur J, donc selon Y fois le vecteur J. Soit vous prenez directement les coordonnées et que vous mettez un point-virgule entre les deux, soit vous les mettez l'un au-dessus de l'autre. Donc X au-dessus et Y en dessous, avec une parenthèse. En mathématiques, en général, je pense que vous utilisez plutôt celui-ci. Mais ça, vous verrez plutôt cette manière-là à l'université. Mais essayez d'être à l'aise avec les trois, comme ça vous ne serez pas étonné si vous voyez ça dans un livre. Donc on va prendre le même vecteur U, et cette fois-ci, en fait, on va essayer de donner des valeurs. Donc les coordonnées du point A, c'est 6, 7. Donc ça, c'est à vous de le trouver. Les coordonnées du point B, ben, je vous laisse un petit peu de temps, ou vous mettez pause si vous voulez essayer de trouver. Donc il faut juste compter les carreaux. Donc ça fait 15 et 13, si je ne me suis pas trompé. Donc la composante du vecteur AB selon OX, ça va être quoi? Ça va être cette norme-là, donc 15 moins 6, ce qui fait 9, fois le vecteur I. Donc 9i. Alors que la composante selon OY, ça va être cette norme-là, fois le vecteur J. Donc cette composante, c'est 13 moins 6, donc c'est 6J. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut écrire le vecteur U? On peut l'écrire UX plus Y, donc 9i plus 6J.
ou alors 9, 6, soit côte à côte avec un point-virgule, soit le 9 au-dessus et le 6 en bas. Donc ça, c'est la façon d'écrire un vecteur. Vous verrez aussi un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, un petit peu, et encore plus à l'université, que souvent vous avez des vecteurs avec 3 coordonnées, quand vous avez 3 dimensions. Donc si vous avez un repère à 3 dimensions, vous avez OX, OY, OZ, donc ce sera plutôt OX dans ce sens-là, OY dans ce sens-là, et OZ vers le haut, avec IJK, les trois vecteurs unitaires, donc vous aurez 3 coordonnées. En première et terminale, la plupart du temps, c'est 2 coordonnées que vous aurez. Donc comment est-ce qu'on additionne 2 vecteurs? On l'a vu un petit peu en traitant des composantes des vecteurs. Donc vous avez vu que UX plus UY, ça donnait U. Donc comment additionner 2 vecteurs maintenant qui sont un petit peu séparés dans la géographie, dans l'espace? Donc U, c'est égal à quoi? Déjà, il est ici. Donc pour donner les 2 coordonnées, il faut partir de A et aller vers B, mais d'abord selon l'axe OX et ensuite selon l'axe OY. Donc 4 carreaux vers la droite, donc ça veut dire plus 4i, et 5 carreaux vers le bas, ça veut dire moins 5j. Donc 4i moins 5j, ou alors 4 moins 5. Le vecteur v, qu'est-ce que c'est? On part de là, on arrive là. Donc c'est 1, 2, 3 vers la droite, donc 3i, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le haut, donc plus 6j. 3i plus 6j. Comment est-ce qu'on additionne deux vecteurs? On va le faire ici. J'ai oublié de le montrer. Je vais peut-être le montrer. J'aurais dû le montrer avant. Donc je vais tout mettre et puis vous allez voir. Donc U plus V, comment est-ce qu'on fait? Pardon. On a le vecteur U ici et le vecteur V est ici. Il faut mettre le vecteur V, le début du vecteur V, sur la pointe de la fin du vecteur U. Donc vous avez le vecteur U et à la fin du vecteur U, vous mettez le vecteur V. Donc ça veut dire que vous êtes passé par là et ensuite par là. C'est comme si vous avez fait directement ce chemin-là. Donc U plus V, c'est ça directement, AC. Donc c'est U plus V. Quelles sont les coordonnées? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 carreaux vers la droite, ça fait 7i, plus 1 vers le haut, ça fait plus j, plus 1j. Donc 7, 1, ou 7, 1 de haut en bas. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Si on veut généraliser, en fait, il faut essayer de remarquer qu'est-ce qu'on a fait ici. U plus V, en fait, on a juste additionné les composantes. Donc 4 plus 3, ça fait 7, et moins 5 plus 6, ça fait 1. Ou alors 4i plus 3i, ça fait 7i, et moins 5j plus 6j, ça fait 1j. Donc on a juste additionné les composantes. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que la composante selon x de uv, celle-ci, donc que je vais mettre ici, celle-ci, elle est égale à quoi? Elle est égale à celle-ci plus celle-ci, ux plus vx. Et la composante selon de u plus v selon y, c'est égal à celle-ci plus celle-ci. Mais comme c'est vers le bas, c'est comme si on disait moins celle-ci en fait. Donc finalement, U plus V, c'est quoi les composantes? C'est UX, VX, selon X, et selon Y, c'est UY plus VY. Donc on additionne simplement leurs composantes. Donc soit vous le faites directement, graphiquement, en mettant le deuxième vecteur à la suite du premier, et le vecteur, ce sera le début du premier jusqu'à la fin du deuxième, soit vous le faites avec les composantes. Ensuite, soustraire de vecteurs, ça va être exactement la même chose, sauf que ce sera une soustraction. Donc vous avez le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur U, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, 4, 6, 7i, moins, parce que c'est vers le bas, 3j. Donc 7i moins 3j, ou alors 7 moins 3. Le vecteur V, c'est égal à quoi? Moins 3i, parce qu'on va vers la gauche, plus 4j, parce qu'on va vers le haut. Donc moins 3 plus 4. Quand on veut faire un vecteur moins un autre, en fait, il suffit de faire un vecteur plus l'inverse de celui-ci. Parce que l'inverse de V, c'est moins V. Ça veut dire quoi l'inverse de V? Ça veut dire un vecteur qui a la même norme, la même direction, mais un sens inverse. Ça va être quoi moins V? Ça va être celui-ci. Donc ça va être, au lieu d'avoir
moins 3 plus 4, on va vers 3, moins 4, c'est l'inverse. Donc on inverse les deux signes. Et finalement, le V, ça va être 3 moins 4, c'est ce que je viens de dire. Et la somme des deux, c'est du début du premier à la fin du deuxième. Donc on va compter, ça fait vers la droite, vers l'axe OX, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, et vers le bas, donc ça fait 10i, plus, plutôt moins parce que c'est vers le bas, 2, 4, 6, 7j. Donc 10i moins 7j, ou 10 moins 7. 10i moins 7j. Comment est-ce qu'on peut le trouver automatiquement? Donc vous avez, soit vous dites que vous avez additionné u et moins v, soit vous avez soustrait u et v. Donc là, on va dire qu'on a soustrait u et v, vous faites 7 moins 3, ça fait bien 10. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Donc on a juste à soustraire les coordonnées, comme pour l'addition, on doit additionner les coordonnées. Donc deux façons de faire, soit graphiquement, directement. Donc vous mettez le vecteur moins v à la suite du vecteur u, et vous additionnez les deux. Soit avec les coordonnées, vous devez juste soustraire les composants selon x et ensuite selon y des deux vecteurs. Donc finalement, u moins v, c'est ux moins vx selon i, et uy moins vy selon j. Donc là, c'est comment est-ce qu'on additionne on soustrait par exemple deux vecteurs. Donc on a vu l'addition, la soustraction. Il me reste à voir la norme d'un vecteur. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Première façon, si vous connaissez la norme des composantes, comment est-ce qu'on peut connaître la norme d'un vecteur? Vous connaissez cette distance-là, vous connaissez cette distance-là, cette longueur, vous voulez cette longueur-là. Vous connaissez cette norme et cette norme, et vous voulez avoir celle-là. Donc ça c'est assez simple en fait. Si vous avez bien posé le schéma comme ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que c'est un triangle rectangle et que vous connaissez les deux côtés qui sont ici et que vous voulez l'hypoténuse. Donc on va simplement utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré, ou CB au carré. On va remettre ça avec les notations de l'énoncé. Donc ça veut simplement dire que AB au carré, ou alors U au carré, est égal à ça. On a vu que cette norme c'était xb moins xa, donc au carré, et on a vu que cette norme c'était yb moins xa, donc au carré. Pour enlever le carré qui est ici, on a juste à mettre le coup à la racine. Et finalement, AB, ou alors la norme de AB ou la norme du vecteur U, c'est égal à xb moins xa, donc la composante selon x au carré, plus la composante selon yb moins xa au carré, le tout à la racine. Et ça, ce sera toujours la même chose. Pourquoi? Parce que c'est juste le théorème de Pythagore qui est appliqué. Un petit exemple ici. Comme tout à l'heure, on a 9i plus 9j pour le vecteur u. Donc, quelle sera la norme du vecteur u? C'est simplement xb moins xa au carré plus yb moins xa au carré, le tout à la racine. Donc, 9 au carré plus 6 au carré, le tout à la racine, ce qui donne 81 plus 36, le tout à la racine, ou encore racine de 117. Et ici, ça fait 10,8. Donc, si vous voulez, vous pouvez tester. Si vous faites un triangle rectangle avec 9 carreaux d'un côté ou 9 cm et 6 cm de l'autre, vous aurez forcément 10,8 cm ici. Si c'est un triangle rectangle. Maintenant, on va passer à la trigonométrie parce qu'on va essayer de trouver la norme des composants si vous connaissez la norme du vecteur. Donc cette fois-ci, imaginez que vous connaissez la norme de U et grâce à ça, vous voulez connaître la norme de UX et de UY. Donc pour ça, il faut connaître un angle. Et qui dit angle dit trigonométrie. Donc on va faire des petits rappels. Ou si ce ne sont pas des rappels, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelques notions de trigonométrie.
Donc vous avez un triangle rectangle. L'angle droit est ici. Donc le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ici, si vous avez un angle ici, si on prend cet angle-ci, vous avez deux angles qui sont liés à cet angle-là. L'angle, pardon, pas deux angles, deux côtés. Il y a le côté qui est lié à cet angle, donc qui est à côté de cet angle-là. On appelle ça le côté adjacent. Et le côté qui est opposé à cet angle-là, c'est le côté opposé. Donc opposé et adjacent, c'est toujours par rapport à un angle. Si j'avais pris cet angle-là, ça aurait été l'inverse. L'opposé à cet angle-là, c'est ce côté-là. Et l'adjacent, ce serait celui-ci. Côté adjacent et côté opposé. Donc maintenant, il faut juste connaître euh, par cœur les différentes formules. Donc le cosinus de l'angle θ, ça va toujours être le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc B sur A ici. Le sinus, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est C sur A. Et la tangente, ça va être le côté opposé sur adjacent. Opposé sur adjacent. C'est C sur B. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Et vous remarquerez que la tangente, c'est le sinus divisé par le cosinus. On verra ça tout à l'heure. Bon, on le voit tout de suite. Tangente, c'est C sur B. Et vous voyez que si je multiplie, vous avez C sur B, si je multiplie par A des deux côtés, ça change rien. Donc c'est C fois A sur B fois A. A sur B, c'est quoi? C'est l'inverse de cosinus. Donc c'est divisé par cosinus. Et C sur A, c'est sinus. Donc ça fait sinus divisé par cosinus. Donc ça, vous en aurez besoin en terminale. En première, on ne l'utilisera pas vraiment, cette formule-là. Ensuite, quelque chose qui peut aider, c'est le cercle trigonométrique. C'est quoi un cercle trigonométrique? C'est un cercle qui a pour rayon 1. 1, ça peut être 1 mètre, 1 centimètre, peu importe. En tout cas, c'est un rayon égal à 1. Vous avez un cercle. L'axe qui est vertical et vers le haut, on va dire que c'est l'axe qui va vous permettre de lire les sinus. L'axe qui est horizontal vers la droite, c'est l'axe qui va vous permettre de lire les cosinus. Et vous avez un autre axe qui est perpendiculaire au cosinus ou parallèle au sinus, à l'axe des sinus, et que vous devez placer à une distance 1, donc R, de l'origine, et vers le haut, qui sera l'axe qui va vous permettre de lire les tangentes. Donc, un petit exemple. Donc, ici, vous avez 0 degré. Là, vous avez 30 degrés, pi sur 6. Je vous rappelle que pi, c'est 180 degrés. Pi divisé par 6, 180 divisé par 6, ça fait 30 degrés. Ici, vous avez 45 degrés. Et qu'est-ce qu'on remarque pour 45 degrés, par exemple? C'est que on peut lire ici que on est pile poil à la même hauteur. Donc, comme ce rayon, c'est égal à 1, la tangente de pi sur 4, de 45 degrés, ça va faire 1. Ensuite, on a pi sur 3, ou 60 degrés. Et ensuite, pi sur 2, ou 90 degrés. Et de l'autre côté, on aura à peu près la même chose. Donc, pi sur 3, qu'est-ce qu'on peut faire? On trace les projections sur l'axe des cosinus. Et regardez ce que je vais écrire ici. 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 2, 4 sur 2. Et vous mettez la racine. Donc ici, ça veut dire que le cosinus de pi sur 3, ou de 60 degrés, ça va être 1 demi. La racine de 1, c'est 1. Donc 1 sur 2, ça fait 1 demi. Le cosinus de pi sur 4, ça va être racine de 2 sur 2. Le cosinus de 30 degrés, ou pi sur 6, ça va être racine de 3 sur 2. Et le cosinus de 0 degré, ça va être racine de 4 sur 2. Donc racine de 4 sur 2, ça fait 1. Donc le cosinus de 0, c'est 1. Ensuite, on peut faire la même chose au niveau des sinus. Toujours racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Le sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3 ou 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus de 90 degrés, ou pi sur 2, c'est 1. Racine de 4 sur 2, c'est 1. Et ensuite, je vous laisse lire tout le reste. Donc vous aurez exactement la même chose.
par symétrie. Donc ici, c'est juste des moins qu'on met. De l'autre côté, il y a juste des moins ici par rapport à là. Et ici, il y a des moins par rapport à ici. Et sinon, c'est toujours pareil. Donc, je vous laisse le dire. Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas. Et apprenez-le. Moi, ça m'a sauvé pas mal de fois ce cercle trigonométrique. Surtout en terminale, ça va vous sauver dans le supérieur. En première, un petit peu moins peut-être. Donc, maintenant qu'on a vu ces rappels de trigonométrie, qu'est-ce qu'on peut dire sur la norme du vecteur U, la norme des composantes pardon, du vecteur U, si on connaît sa norme du vecteur, donc 10 cm, et si on connaît son angle. Donc l'angle que fait l'horizontale avec le vecteur U. On va dire que c'est 36,87 degrés. Donc je connais ces deux données, je connais la norme du vecteur U, donc cette taille-là c'est 10 cm, et je connais cet angle-là qui est égal à 36,87. Comment est-ce que je peux connaître les composantes, donc la norme des composantes? Ben, je sais que cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, le côté adjacent c'est lui, et l'hypoténuse c'est lui. Donc ça veut dire que c'est égal à UX sur U. UX sur U. Mais je parle des normes ici, je ne parle pas des vecteurs. C'est pour ça que j'ai mis... Oh, j'ai oublié les vecteurs ici. Donc, norme du vecteur UX. Et là, norme du vecteur. Donc, c'est égal à la norme du vecteur UX, c'est égal à la norme de U fois le cosinus de θ. Pourquoi? Parce que si j'isole ça, lui, il passe de l'autre côté en étant multiplié, parce qu'il est divisé de l'autre côté. Donc, l'opération est inverse. Si je fais le calcul, je trouve que 10 fois cosinus, donc 10 c'est U, fois le cosinus de 36,87, ça fait bien 8 cm. Là, je peux le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. On va dire qu'un carreau, ça fait 1 cm. Ensuite, le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc le sinus, c'est ça, divisé par ça. Ça veut dire que c'est UY divisé par U. Encore une fois, j'ai oublié les flèches. Donc là et là. Mais en tout cas, ça veut dire que je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Si je veux isoler Y, le U passe de l'autre côté. UY est égal à U fois sinus de θ. En faisant les calculs, on trouve quoi? On trouve 10 fois sinus de 36,87 est égal à 6 cm. On peut compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien trouvé la bonne chose. Faites attention encore une fois quand vous utilisez votre calculatrice avec des cosinus, des sinus ou des tangentes. Faites attention à avoir le bon mode sur votre calculatrice. Si vous avez des angles en degrés, comme c'est le cas ici, donc 36,87 degrés, il faut que votre calculatrice soit en mode degré. Si vous avez des angles en radians, par exemple pi, pi sur 2, etc., il faut que votre calculatrice soit en mode radian. Donc attention à ça. Et dernière chose qu'on ne va jamais utiliser, mais bon, je vous le dis quand même, la tangente opposée sur adjacent, ça veut dire que la tangente c'est opposé divisé par adjacent. Donc c'est UY sur UX. Donc si vous voulez UY, soit vous faites U fois sin θ, soit vous faites UX fois tangente θ. Donc ça va vous donner le même résultat. Donc voilà pour les composantes. Donc regardez ici, vous avez un vecteur. Celui qui est en bas, c'est toujours celui-ci fois le cosinus de l'angle. Et celui qui est ici, j'aurais pu mettre celui-ci aussi, c'est le même, c'est le sinus, U fois le sinus. Donc là, vous aurez souvent besoin de ça pour les vitesses, par exemple. Donc si j'ai un ballon ici de basket, par exemple, et que je le lance selon un certain angle avec une certaine vitesse, et ben, là, vous aurez V fois le cosinus de cet angle, et là, vous aurez V fois le sinus de cet angle. Et là, vous utiliserez tout le temps cette chose-là en terminale. Donc apprenez-le bien dès maintenant, comme ça vous êtes tranquille. Dernière chose que vous allez utiliser pour le chapitre sur les énergies en première et en terminale. J'ai laissé ça, j'ai oublié de l'enlever. Donc c'est le produit scalaire. Qu'est-ce qu'un produit scalaire? C'est un produit, donc c'est une sorte de multiplication, même si ce n'est pas vraiment une multiplication, entre deux vecteurs. Donc on a appris à additionner des vecteurs, on a appris à soustraire des vecteurs. Donc maintenant on va apprendre à entre guillemets multiplier des vecteurs. Donc, ne dites jamais ça à un prof de maths parce qu'il va devenir fou.
Mais un produit scalaire, c'est une sorte de multiplication. Sauf que quand vous multipliez deux nombres, vous avez un nombre. 6 fois 8, ça fait 48. C'est un nombre. Et ici, si vous multipliez deux vecteurs, vous n'avez pas un vecteur. Si vous additionnez deux vecteurs, vous avez un vecteur. Si vous soustrayez deux vecteurs, vous avez un vecteur. Mais si vous faites le produit scalaire de deux vecteurs, vous n'aurez pas un vecteur, mais un scalaire. C'est quoi un scalaire? C'est une valeur. Par exemple, 6. Vecteur U fois vecteur V est égal à 6, par exemple. Donc, qu'est-ce que le produit scalaire de deux vecteurs? Donc, vous avez un vecteur AB et un vecteur AC. Ça va correspondre à quoi, ce produit scalaire? Donc, si je projette le vecteur AC sur le vecteur AB, donc j'ai le vecteur AC ici, je n'arrive pas à trouver la flèche. Voilà. J'ai le vecteur AC ici, je le projette sur le vecteur AB. Donc j'ai ça. C'est comme si je mettais AC, ça donnait ce vecteur-là plus ce vecteur-là. D'accord. C'est comme les composantes. Donc AC, c'est AH plus HC comme vecteur. Donc en fait, le produit scalaire de AB scalaire AC va donner la norme de AB fois le, le projeté orthogonal de AC sur AB, donc fois AH. Donc ça va être la norme de AB fois la norme de AH. Donc c'est ça un produit scalaire. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu projeter AB sur AC, ça aurait donné la même chose. Sauf que, regardez ici, AH, qu'est-ce que c'est? On a vu tout à l'heure que c'était le côté adjacent. Donc c'est AC fois le cosinus de θ. Donc AC fois cosinus de θ. Qu'on écrit aussi cosinus ABAC. C'est le cosinus de l'angle entre AB et AC. Donc c'est bien θ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AB fois AB scalaire AC, c'est égal à AB fois AH. Donc c'est égal à AB fois AH, c'est AC fois cosinus BC, ABAC. C'est ce qu'on a ici. Et ça, c'est une chose que vous devez retenir. Un vecteur scalaire à l'autre, c'est égal à la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ici, j'aurais pu mettre θ, donc c'est ABAC. Comme ça, vous retrouvez les deux vecteurs. Donc, je répète, un vecteur scalaire à un autre, c'est égal à la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça, c'est une chose que vous devez connaître. Deuxième façon de calculer un produit scalaire. Si cette fois-ci, vous avez placé les deux vecteurs AB et AC dans un repère orthonormé. Donc vous avez les coordonnées. Donc, si vous avez les coordonnées, donc les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins ya, et les coordonnées de AC, c'est xc moins xa, yc moins ya. Donc, le produit scalaire de AB fois AC, c'est la multiplication des composantes de AB et AC selon OX, plus la multiplication ou le produit des composantes selon Y, selon OY. Donc ça va être ça, j'arrive pas à l'avoir, donc ça fois ça, plus ça fois ça. C'est ce qu'on a ici. Donc dans le cas qu'on a juste à côté, qu'est-ce qu'on peut dire? On a AB qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5i plus 2j, ou alors 5, 2. Et AC qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10i moins, parce qu'on va vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 7j. Ou alors 10 moins 7. Donc à quoi sera égal le produit scalaire de AB par AC? Ça va faire 5 fois 10 plus 2 fois moins 7, tout simplement. Ou alors 50 moins 14, ce qui fait, je me suis trompé, 36. Donc il y a une erreur ici, c'est pas 34. Faites attention. Donc voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les vecteurs. J'espère que j'ai été clair. À bientôt tout le monde, au revoir.